On va maintenant s'intéresser à la 30e journée. On va déjà parler de Sochaux. On va vous passer le résumé tout d'abord du Havre-Sochaux avec la victoire des Sochaliens contre le Havre, 2 buts à 0. En remportant le derby à Caen lors de la dernière journée, le Havre a interrompu une série de 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites consécutives, et s'est rapproché du milieu de tableau. Les hommes de Paul Le Guen vont essayer d'enchaîner face à une formation sochalienne 7e et toujours dans le coup pour les playoffs. Les Lyonceaux voudront, au travers de ce déplacement au stade Océane, tenter de rattraper les points perdus récemment à domicile face à Châteauroux, le dernier du championnat. La formation d'Omar Dafresse sur 3 victoires à l'extérieur, à Chambly, Amiens et Niort, et affiche de bonnes prédispositions. Ça se confirme dans cette première période avec l'ouverture du score, la 37e minute de Fabien Ourega. On a travaillé sur le côté droit, ça a vogué à l'opposé, et la frappe enroulée de Fabien Ourega trouve le petit filet de Mathieu Gorgelin. Bon renversement de Salem Mbakata. Et le premier but de la saison pour l'attaquant sochalien. Il n'y avait pas énormément de place, il fallait bien ajuster pour contourner Mayembo et tromper la vigilance de Mathieu Gorgelin. Les Havrais vont essayer de réagir dans l'instant avec cette offrande de Fontaine pour Cornette, qui n'arrive pas à couper le ballon, tout simplement. Il arrive peut-être trop lancé, il la voit peut-être trop belle, Quentin Cornette, l'ancien de Montpellier et d'Amiens. 1-0 pour Sochaux à la pause. Le Havre encore en difficulté au stade vient de faire son entrée en jeu et qui apporte un petit peu de dynamisme sur le front et de Westbeck. Et Chris Bedia va récidiver avec cette magnifique réalisation. Il avait fait son entrée en jeu au courant de cette deuxième mi-temps, Chris Bedia, et tout y est. Le contrôle orienté avec la roulette, les passements de jambes, il se met ensuite. Bedia s'amuse avec la défense havraise pour porter le score. Il va y avoir un dernier sursaut des Normands. Son invincibilité à 7 matchs, justement occupé par le Paris FC, le prochain adversaire de la formation de Marat. C'était le résumé de la victoire sochalienne entre Le Havre et Sochaux. Mais on va accueillir tout de suite notre invité Samuel Laurent, le président du FC Sochaux-Montbéliard. Bonsoir Samuel Laurent. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie, surtout après Le Havre. Très bien. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une semaine qui commence bien avec cette belle victoire bien maîtrisée du côté du Havre. En effet, je crois que on commence à trouver un rythme de croisière. L'équipe s'est bonifiée, elle a acquis un vrai un vrai savoir-faire. Puis je dirais qu'elle a appris à jouer ensemble. Elle a appris à jouer on est de moins en moins 11 individus sur le terrain et de plus en plus une seule et même entité. Donc je crois que ça compte beaucoup, et puis les talents des uns et des autres commencent à s'épanouir. L'ambiance est très positive, on a beaucoup de cohésion au sein de l'équipe. On se fixe pas d'objectif de fin d'année. Ça répondra probablement à une question suivante. Mais sans doute. voilà, on se fixe pas d'objectif de fin d'année dès maintenant. On joue match par match. On essaye de jouer les mieux possible. Et voilà, pour l'instant, ça nous réussit et on espère continuer comme ça. Oui, puis souvent ce qu'on oublie, c'est que c'est une équipe quand même composée des joueurs qui sont arrivés en début de saison et aussi très jeunes. Oui, donc il faut du temps. C'est une équipe relativement jeune. On a aussi des cadres quand même qui sont, oui, bien sûr. qui sont aussi là pour les encadrer. Donc je trouve que c'est un bon mix entre la jeunesse et l'expérience. Faut pas oublier que Sochaux, c'est un club formateur, donc c'est un club qui quand même a ça dans son ADN, d'avoir des jeunes dans son effectif, d'incorporer des jeunes rapidement. C'est une prise de risque, mais en même temps c'est une bonne manière de faire éclore rapidement des talents. Donc voilà, on est content dans le mix qu'on a trouvé aujourd'hui, dans l'équilibre qu'on a trouvé entre l'équilibre et la jeunesse. Puis ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le maintien est déjà acquis, parce que on est passé ces dernières années par on connaît l'histoire, on va pas la refaire parce qu'elle n'est pas très bonne, mais le maintien est acquis et ça fait du bien, je pense, pour l'équipe, pour Sochaux et puis aussi pour les supporters. Bien sûr. Le maintien, c'était des conditions qu'on s'était fixées en
tout début de première saison, c'est-à-dire qu'on s'était dit que voilà, on allait passer des paliers. Le premier palier, en effet, c'était 15 à 10. La première année, on savait qu'elle serait difficile, c'était 19-20. Cette année, on s'était dit entre 10 et 5. Voilà, pour l'instant, on remplit bien la feuille de route. Maintenant, on va chercher encore plus haut, hein, et puis on va chercher, de toute façon, on va chercher toujours plus haut, hein. Le jour où, si Dieu veut, rapidement, on arrive en Ligue 1, on va continuer à travailler, et puis ça sera la Ligue 1, ça sera que le début. Donc voilà. Mais pour aujourd'hui, oui, on a en tout cas assuré le maintien. On va bientôt arriver aussi à assurer notre objectif de la 10e place minimum. Et comme je vous le disais précédemment, ben voilà, on s'interdit pas de rêver à des rangs plus alléchants encore. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'était le maintien. C'était aussi la 10e place, c'était l'objectif que vous aviez fixé aussi à Omar Daf, ou bien sûr, on sait qu'on peut, voilà, quand on peut aller plus haut, on ne va pas s'en gêner, mais c'était déjà ça au départ? Oui, les choses étaient calées de la sorte. On avait dit, voilà, cette année, on veut être entre 10 et 5e. Voilà, on veut être soit de 10 à 5. On est largement dans les clous. Donc maintenant, en l'occurrence, on raisonne plus en termes d'objectifs. On se laisse jouer de match en match parce que je crois que c'est la meilleure manière d'obtenir des résultats positifs. On ne doit pas se fixer une pression de fin de saison. Vous savez, on a des compétiteurs par essence même, ce sont des compétiteurs, hein, les footballeurs de haut niveau. Donc pour le coup, voilà, ils savent très bien quel est l'enjeu. Donc encore une fois, on joue match après match maintenant. Alors, vous avez prolongé donc en fin de semaine Omar Daf, la tête de l'équipe première. Quelle a été votre réflexion pour arriver justement à cette décision? Mais écoutez, Omar était, il y a deux volets, mais qui sont aussi importants l'un que l'autre. Il y a d'abord le volet humain, parce que c'est la gestion humaine est très importante, hein, pour un coach. Donc le volet humain, il était assuré. On savait qu'Omar était quelqu'un de, il est charismatique, c'est un bourreau de travail, etc. Donc il avait véritablement toutes les qualités requises à ce niveau-là. Ce que je voulais simplement, parce que encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est un jeune entraîneur, donc on n'avait pas forcément la visibilité ou la lisibilité qu'on aurait pour un entraîneur qui a 10 ans d'expérience. Donc je voulais y voir un peu plus clair sur ce qui pouvait se passer dans une saison. Voilà, on a eu des moments où on perdait 4 matchs d'affilée, on est capable aussi d'en gagner 4. Il a fallu que je me rassure un petit peu là-dessus. Il a fallu aussi que je m'immerge, comme je l'ai fait depuis le début de l'année 2021, que je m'immerge véritablement dans l'effectif, c'est-à-dire que je les suive en déplacement, que je sois avec l'équipe aussi souvent que possible, au déjeuner, aux entraînements, dans les vestiaires, etc., pour voir un peu le travail d'Omar et de son équipe. Et pour le coup, ben voilà, c'est venu comme une évidence au fil du temps. Omar est l'homme de la situation, il est l'homme de l'équipe, et il a aussi ses talents de coach qui mûrissent aussi, hein, qui mûrissent comme équipe, qui mûrissent avec le temps. Les derniers doutes que je pouvais avoir, peut-être au début de l'année 21, les derniers doutes se sont dissipés, et aujourd'hui, il a ma pleine et entière confiance. Et c'est vrai, comme vous le dites, le fait d'être en immersion aussi peut changer les regards qu'on peut avoir quand on ne l'est pas. Bien sûr, je saurais, si je n'aurais pas la prétention de donner des conseils aux autres dirigeants de club, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre véritablement le fonctionnement et la vie de son équipe quand on est uniquement dans le siège de l'exécutif ou quand on est uniquement du côté des bureaux. Je crois qu'il faut passer beaucoup de temps, au moins autant, dans les vestiaires, même si on peut croire que voilà, tout peut se régler derrière un bureau en regardant des chiffres ou des statistiques. Je crois qu'il faut passer au moins autant de temps dans les vestiaires avec l'équipe et les coachs. Et c'est là où véritablement on acquiert une vision peut-être des fois très différente de ce qu'on peut avoir quand on le regarde de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a eu des départs au sein de l'organigramme avec Thomas Degnaud, Emmanuel Desplat aussi qui va partir du côté de Dijon, l'arrivée aussi de Benoît Delon, Philippe Raschke aussi qui vient en tant que responsable du recrutement. Bon, c'est le fait de la vie d'une entreprise. Exactement. C'est quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre.
quand on parle d'un club de foot, parce qu'un club de foot, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'affect, c'est beaucoup plus épidermique quelque part qu'une entreprise lambda, mais il y a aussi ces mouvements d'hommes ou de femmes qui rentrent, qui sortent au gré de au gré des opportunités qui se présentent à eux. Ça a été le cas pour Emmanuel Desplat, ou bien au gré des compétences, ou je dirais au moins des affinités qu'on peut avoir avec l'entreprise en question. Ça a été le cas de Thomas Degnaud. Je crois que Thomas Degnaud a de véritables talents, mais je le répète et je l'ai déjà dit, je pense avoir pris la bonne décision, en actant son départ. Alors c'est vrai que vous êtes en pause, si je ne me trompe pas, depuis juin 2019. Bon, je me trompe peut-être pour le mois. Ça, oui. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris le plus dans ce poste de président et puis aussi dans le milieu du football? Écoutez, j'ai appris beaucoup sur le football parce que, en l'occurrence, je suis pas issu du milieu de l'entreprise, donc je connais mal le milieu de l'entreprise et je le connais peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais encore une fois, le foot, c'est tout sauf une entreprise comme les autres. Donc, ce que j'ai appris, c'est que il y a probablement différentes façons de gérer son club, différentes façons d'établir des rapports entre les joueurs, entre la direction, entre les salariés, etc. Moi, j'essaye d'être au plus proche. J'essaye d'être là tout le temps. J'essaye d'écouter les gens. Donc ce que j'ai appris, c'est à écouter les joueurs, entre guillemets, à apprendre un peu leur langage, à apprendre un peu leur code, parce que c'est vrai que l'équipe, ça reste un milieu assez fermé, hein, les vestiaires, ça reste un milieu assez inaccessible, même pour les dirigeants ou pour les autres membres du club. Donc, je dirais que c'était un petit challenge, essayer de m'immerger au plus près, d'être à l'écoute des sensibilités, à l'écoute des décisions, des volontés des uns et des autres, trouver toujours un juste équilibre entre l'intérêt du club, entre l'intérêt du joueur, et je crois que quand on fait ça de bonne foi et quand on fait ça de façon, je dirais presque fraternelle, comme dans une famille, eh bien, ça porte ses fruits. Enfin, moi, pour l'instant, je suis en tout cas, ravi de la réussite, de la relation que j'ai réussi à établir avec mes joueurs et avec mes coachs, et je pense que c'est une relation, qui va encore aller en s'améliorant. Il y a une dimension humaine extrêmement importante que je suis ravi d'avoir modestement réussi à comprendre. Oui, c'est vrai. Puis en plus, vous parlez de cohésion, et c'est vrai que nous, on ne peut pas aller au stade, hein, pour le moment, c'est compliqué. Mais quand on regarde les images qui nous sont transmises, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment une cohésion qui est en train de naître dans cette équipe. Bien sûr, non, il y a une véritable cohésion aujourd'hui. Alors, je pense pas que ce soit que ça ait un rapport direct avec le Covid, etc., ou avec les stades vides, mais pour le coup, on a réussi à créer quelque chose qui est, à mon avis, qui dépasse ce qu'on peut rencontrer dans beaucoup d'autres équipes, parce que je vous le répète, je suis pas quelqu'un qui est issu du milieu de l'entreprise, j'ai pas cette culture de l'entreprise. Alors c'est vrai que des fois j'ai pas non plus ce sens de la hiérarchie où tout le monde se lève devant le président, etc., ou l'écoute religieusement. Je suis plus entre guillemets plus chaleureux, plus ouvert, et puis j'ai pas envie de garder cette barrière. Alors c'est peut-être un tort, mais ceci étant dit, jusqu'à présent, ça n'empêche pas les choses de se faire, bien au contraire. Alors c'est vrai que vous l'avez annoncé, même tout à l'heure, hein, vous avez parlé de la Ligue 1 depuis l'arrivée de l'actionnaire Nanking. Dans les années à venir, hein, la Ligue 1, on l'espère, même l'année prochaine, hein, on prend. Hein. Et c'est vrai que alors, les transferts vont se profiler, hein, les transferts cet été. Il y a des joueurs, de Sochaux qui vont être sans doute convoités, comme Gaëtan Westbeck, Brian Sommeré, je crois qu'il était prêté par Dijon, Younes Kabouli, enfin bien d'autres. Vous redoutez un petit peu cette période, et je ne parle pas d'Alan Virginius aussi également, tous les jeunes. Vous la redoutez cette période? Pour être honnête, oui. Si vous voulez, il y a deux sortes de clubs en Ligue 2. Vous avez des clubs qui survivent ou qui font de l'argent, hein, mais en se disant, nous on ne montera pas, mais on va vendre des joueurs, et puis on va tout miser sur la vente au maximum à chaque mercato, et en espérant dégager des bénéfices. C'est pas la philosophie de Sochaux. C'est pas la philosophie. Ils en ont besoin. C'est pas un jugement de valeur, hein, que je donne. Oui, bien sûr. Mais et puis il y a les clubs qui ont des impératifs de monter. Alors là, pour le coup, c'est
on a le problème exactement inverse. Un club qui veut gagner de l'argent, il est content d'avoir un joueur qui performe et content de le vendre. Nous, si on a cet objectif de monter, on veut avoir de bonnes performances, mais ça implique que nos joueurs ils vont être sollicités, mais on ne veut pas les vendre. Donc, on n'a pas le problème de les vendre, on a le problème de les garder. Alors, exception faite, c'est ce que je disais d'Alan, où je sais que voilà, ça va partir à des prix incroyables. Donc voilà, ça c'est un garçon qu'on ne pourra pas garder. Par contre, pour les autres, moi je tiens, et c'est là où réside toute la difficulté de ce travail, c'est que je tiens à les convaincre d'abord de notre projet, alors à les convaincre ceux qui veulent monter en Ligue 1, qui vont monter en Ligue 1 avec nous, qui fassent l'aventure avec nous, et à leur donner envie quelque part de rester à Sochaux, d'abord de rester à Sochaux parce que le club il a cette identité, et puis d'autre part de rester à Sochaux parce que maintenant ce club il a un projet, et le projet aujourd'hui il est concret, je veux dire c'est pas des mots, voilà les résultats qu'on a, les performances qu'on fait, etc. C'est des choses que j'essaye de mettre en avant avec mes joueurs, enfin en tout cas quand ils ont des velléités de départ, et que j'essaye de mettre en avant avec mes joueurs pour leur dire non les gars, vous voulez aller en Ligue 1, ok, mais vous allez y être avec nous. Donc voilà, c'est un exercice un peu difficile, hein, parce qu'on sait que la carrière d'un footballeur elle est courte. Donc je comprends aussi que les jeunes veuillent tout de suite et au plus vite, mais nous aussi, on a des intérêts au sein du club qui font que on doit tout faire pour garder nos meilleurs éléments, et c'est ce que je fais. Ça vous déçoit un petit peu, tous ces jeunes qui partent sans forcément signer dans leur club formateur? C'est un problème pour Sochaux et pour les autres clubs, non? Parce que c'est humain, et puis quelque part, je peux pas leur en vouloir, parce que c'est des carrières, je vous dis, c'est des carrières tellement courtes. Vous avez des gens, les gamins vont avoir des carrières de 10 ans maximum, et 10 ans plus tard, à moins de devenir entraîneur, à moins de ils se retrouveront quelque part à zéro. Donc je peux tout à fait comprendre qu'ils aient envie de bouger. Maintenant, je dois aussi, moi, me battre pour les intérêts du club et essayer de concilier les deux. Mais non, je ne me permettrai jamais de juger un joueur qui veut partir. Non, c'est compréhensible, et à sa place, je ne sais pas ce que je ferais non plus. Hein. Alors justement, vous avez un peu répondu, parce qu'on a posé un petit peu, on a demandé aux auditeurs de poser des questions. Donc là, vous avez répondu à la question d'Anthony. Et il y a la question de Cédric aussi, qui est un peu sur les transferts. Lui, il demande, là, il dit que la période Covid, est-ce qu'elle va permettre justement des transferts payants, ou est-ce qu'on va vers des transferts gratuits ou des prêts uniquement? C'était sa question. Vous parlez pour le recrutement ou pour Oui, pour le recrutement, pour les transferts de cet été. Suite à la période Covid. Pour le recrutement, là on en est vraiment au tout début de la période de recrutement. On identifie les profils. Là je sors d'une réunion recrutement aujourd'hui même, où on établit un peu les profils des joueurs qu'on cherche aux différents postes qu'on veut pourvoir. Ce qu'on sait, c'est que probablement le mercato en France, avec les droits télé qui ont véritablement plombé le marché, le mercato en France, il va probablement être un peu à la baisse. Donc voilà. Après, est-ce qu'on fera des transferts? Est-ce qu'on fera des joueurs libres? Honnêtement, ça va dépendre des joueurs qu'on cherche. Si on en trouve un qui est libre et qui correspond pile aux critères et qui plaît au coach, etc., tant mieux. Si c'est pas le cas, on ira faire des transferts. On en a déjà fait 2 l'année dernière. Adama, c'était Adama Nian, et puis Yann Kitala, qui malheureusement s'est blessé. Voilà. Si besoin est, on peut toujours envisager les transferts. Yann Kitala, qu'on a eu plaisir à revoir chez nos confrères de beIN Sport, et on espère le revoir très vite sur les terrains, bien évidemment. Oui, non, mais Yann, il va revenir. Il est en train de se remettre en forme, de se réathlétiser. Donc, on espère le voir le plus tôt possible. Et vraiment, c'est un garçon à qui on tient beaucoup. Donc, il est là, il est au club, il s'entraîne. Il est revenu de Clairefontaine, mais voilà, il nous tarde de le revoir sur le terrain. Oui, nous aussi. Alors, c'est vrai une petite question sur le centre de formation. Qu'en est-il justement des jeunes pour le moment? Ça doit être, je suppose que ça doit être compliqué quand même, parce qu'ils ont fait un match amical. D'ailleurs, ils ont battu la réserve de Lyon. Est-ce que c'est facile pour le moment au centre? Facile, non, parce que justement, les compétitions, elles sont un petit peu limitées. On a organisé des tournois Bourgogne-Franche-Comté avec Auxerre, etc. Donc on essaye quand même de
de laisser allumer pas de raviver, mais au moins de laisser allumer la flamme ou la flamèche de la compétition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très pénalisant pour eux. Mais ceci étant dit, encore une fois, Jean-Sébastien Mérieux et toutes ses équipes font un excellent travail et arrivent à garder un centre d'entraînement performant et qui se quelque part qui reprendra toutes ses couleurs à partir du moment où où l'épidémie de Covid sera plus qu'un mauvais souvenir. Oui, on l'espère tous, que ça arrive très vite, qu'on puisse revenir dans les stades et puis reprendre, surtout déjà en premier, une vie normale. Alors moi, j'ai une question de Kevin. Alors lui, c'est plus sur les abonnements. Alors il dit il pense qu'il n'y a pas encore eu d'informations justement concernant les abonnements. Bon, après, c'est pas simple. Hein. Est-ce que ça va être le même système de remboursement que la saison dernière? Il se pose la question. Oui, pardon. Il se pose la question justement, comment ça va se passer au niveau des abonnements? Est-ce qu'il y aura un système de remboursement comme la saison dernière ou... Oui, il y a des remboursements. Alors c'est vrai que ça a pris un peu de temps parce que c'est des logiciels extérieurs qu'on doit utiliser parce que les pages de notre site internet sont pas suffisamment sécurisées. Oui. Donc pour les remboursements, on demande les relevés bancaires, etc. Donc les remboursements se feront au prorata des matchs qui n'ont pas été accessibles quelque part. Donc je crois qu'il y en a eu 4 qui ont été joués, qui ont été vus, pardonnez-moi, et donc ça se fera au prorata des matchs qui n'ont pas été vus et donc les remboursements seront effectifs d'ici très peu de temps. On est en train de travailler justement avec la société de données sécurisées sur internet pour contacter par mail l'ensemble des abonnés et opérer ces remboursements. Donc ça se fera au prorata des matchs qui n'ont pas pu être accessibles. D'accord. Alors j'ai une question moi de Olivier. Alors bon, ça ne vous concerne pas directement parce que vous n'étiez pas là à l'époque. Et il vous demande, Olivier, votre ressenti suite aux révélations en fait, de l'ancien président de la République, François Hollande. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'émission L'équipe du soir. Ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps entre les invités Gervais Martel, l'ancien donc, président de Lens, et puis M. Hollande qui était présent. Et ils avaient, on savait que le sommet de l'État était intervenu pour sauver le RC Lens. Maintenant, c'est avéré. Et ils vous demandaient simplement le ressenti. Après, je ne sais pas si vous avez pu suivre. Alors, pour être honnête, je suis navré. C'est Kevin, c'est ça qui pose la question? Non, c'est Olivier. Pardon, Olivier. Alors, pour être honnête, je suis navré, mais là, je sors de réunion. C'est sorti aujourd'hui. Oui. Je suis pas au courant de ce dossier. Donc, mon ressenti sur le sauvetage en tout cas, sur le fait que si la question c'est mon ressenti sur le fait que le sommet de l'État se soit penché au chevet du RC Lens et pas du FC Sochaux. Je dois dire que je maîtrise pas tous les éléments du dossier. J'ai quelques éléments qui me troublent sur la gestion précédente, sur le passage du club de Peugeot. Mais je crois que je suis pas le seul. Hein, le passage du club de Peugeot à l'Edus. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre, mais là j'en parle comme un simple kidam parce que j'ai pas d'informations là-dessus. Je sais pas s'il y a eu intervention de l'État durant les années les DUS. Je sais qu'il y a eu pas mal de représentants, de députés, de sénateurs qui se sont impliqués à cette époque. J'ai souvenir de Cédric Perrin qui s'était déplacé à Hong Kong, le sénateur du territoire de Belfort, qui s'était déplacé à Hong Kong et qui avait été voir justement Wing Sangli à cette époque, donc qui avait essayé d'y voir un peu plus clair. Je crois que d'autres élus avaient fait la même démarche au niveau du département ou de la région, mais après au sommet de l'État, j'ai pas ce souvenir. En fait, ce que disait M. Hollande là, c'est qu'il disait qu'ils avaient affrété un avion parce qu'ils devaient partir en Azerbaïdjan, hein, je crois que c'était ça, oui, à Bakou. Et puis en fait, M. Martel était venu avec pour aller justement rencontrer le président de l'époque d'Azerbaïdjan, qui est toujours d'ailleurs, c'est toujours lui, je crois que c'est Iliev ou Aliyev, je me trompe peut-être. Et puis justement qu'il fasse pression justement parce que M. Mamadov devait verser 7 ou 8 millions d'euros à M. Gervais Martel et au Racing Club de Lens pour justement sauver le RC Lens. Et c'est en prenant cet avion présidentiel qu'ils ont sauvé le RC Lens et puis que Sochaux, en fait, qui devait être pêché,
Voilà, D'accord, mais écoutez, vous pourrez le revoir, hein, c'est sur le site. Monsieur Chong et moi-même, donc Nanking, Monsieur Chong, qui est le président fondateur Nanking, connaît bien Monsieur Hollande. On l'a invité en Chine pour participer à un forum économique. On le voit régulièrement quand on est de passage à Paris. Je lui poserai la question, mais ceci étant dit, en tout cas, il fallait qu'il y ait une initiative directe du club pour demander de l'aide. Donc la configuration était un petit peu différente pour le coup. Je dirais que le FC, il était un peu livré à lui-même et que personne au FC qui appartenait à l'époque à Wing Sangli allait faire pression pour que justement pour que les choses s'éclaircissent auprès de l'actionnaire chinois de l'époque. Donc la configuration est un petit peu différente. Je comprends qu'il n'y ait pas eu de pression de l'autre côté. Bon, vous pouvez regarder, hein, la vidéo est en ligne, on la trouve un petit peu partout. Vous regarderez ça. Et puis, alors moi, je vais juste une question, c'est sur la pelouse, parce qu'apparemment une nouvelle pelouse hybride, si je ne me trompe pas, va arriver cet été. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette pelouse? Écoutez, ce que je peux vous dire en toute transparence, c'est que nous, on est droit dans nos bottes, on a pris des engagements, c'est un accord quadripartite, donc un accord à quatre interlocuteurs. Il y a nous, il y a le département, il y a la région et il y a PMA. Donc on s'était engagé sur un financement à 4. Nous, on est carré, on attendait le feu vert, on a provisionné l'ensemble. Le département, et là encore une fois, je tiens à rendre hommage à Christine Bouquin, la présidente du département, parce que c'est vraiment une supportrice de tous les instants du club et c'est pas que des mots. Donc elle est toujours là pour nous soutenir. Donc au niveau du département, ça s'est très bien passé. Au niveau de PMA, voilà, pareil, ça se passe très bien. On attend maintenant la finalisation des choses avec la région et on espère que ça va se faire vite. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que pour le coup, je pense que les engagements, on peut pas les renier ensuite d'un revers de la main. Les engagements qui ont été pris, il nous faut maintenant une concrétisation et un accord définitif rapide parce que l'hybride, c'est je ne sais plus combien de milliers de mètres cubes à ramener de sable qu'il faut ramener depuis la Belgique. C'est des travaux non-stop pendant l'été. Donc voilà, il faut que les choses aillent vite maintenant et on est un peu suspendu quelque part à une collectivité, c'est-à-dire la région. Oui, puis qu'on retrouve une belle pelouse comme à l'époque où c'était. C'est vraiment ce qu'on espère. Et nous, on a vraiment, je veux dire, on a fait tout ce qu'on avait à faire et même plus, pour être honnête, sans rentrer dans les détails. Mais voilà, financièrement, on fait tout ce qu'on avait à faire et même plus. On a un 20 sur 20 et maintenant, il faut juste que le dernier partenaire qui s'était engagé, qui s'était véritablement engagé, mais bon, à l'oral, hein, vous savez, les mots les mots s'envolent, les écrits restent. Donc voilà, il faut simplement que ces derniers accords soient signés et qu'ils le soient vite pour qu'on puisse commencer à amener tous les matériaux qui sont nécessaires. Bon, ça promet quand même pour les derniers matchs une belle fin de saison quand même, parce qu'on espère, nous dans notre petite tête, les Sochaliens vont aller chipper cette 5e place, surtout qu'il y aura un match important contre le Paris FC. En plus, le dernier match, ce sera face à Auxerre. Ça va être, même si vous dites qu'il n'y a pas il y a plus de pression, et c'est ça qui va être sympa pour les derniers matchs, on l'espère. Oui, mais vous savez, je crois qu'il vaut mieux être dans la peau du chasseur que du chassé, entre guillemets. Et c'est un peu ce qu'on se dit là pour les matchs à venir. Voilà, on va chercher, par exemple, le Paris FC, etc. On va chercher des équipes qui ont plus à perdre que nous. Donc, on y va en toute sérénité, en toute humilité, mais avec beaucoup de détermination et beaucoup d'agressivité. Il n'est pas question que d'ici à la fin du championnat, on traite un match par-dessus la jambe où on se dise, voilà, on est sauvé, on est dans les objectifs, basta, merci, au revoir. Non, tous les matchs, on va les jouer comme si c'était des matchs qui nous sauvaient de la relégation, comme si c'était des matchs qu'on jouait pour notre survie. Il faut vraiment rester très agressif, c'est ce qu'on dit aux joueurs. C'est une expression un peu familière, j'en cherche une autre, mais voilà, baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde et jusqu'au dernier match, battez-vous comme si c'était pour notre survie. Donc beaucoup d'agressivité et aussi en même temps beaucoup d'humilité.
Eh ben, merci beaucoup Samuel Laurent pour ces belles paroles. C'est moi qui vous remercie. Et puis on espère voilà, vous avoir très bientôt, peut-être en fin de saison, pour faire un bilan de la saison écoulée, puis commencement de la deuxième. On espère le plus tard possible, ça voudrait dire qu'on fait les playoffs. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, on le souhaite en tout cas. Nous, on le souhaite, il n'y a voilà. pas de problème. Bonne soirée, merci. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Ah bah, voilà, je vais remettre le micro, voilà, c'est bon. Je remercie, bon, je l'avais fait, mais hors micro, parce que le micro était coupé. Merci, monsieur le technicien. Oui, je remercie bien évidemment Samuel Laurent, le président du FC Sochaux Montbéliard, qui était en direct à l'antenne pour nous parler un petit peu voilà, de la situation avec la prolongation de contrat de Mardaf, également peut-être à cette 5e place qui est entre guillemets, avec des joueurs qui vont tout donner jusqu'à la fin de la saison, ça on n'en doute pas. Et puis j'espère que ça a répondu aux quelques questions qu'on nous avait posées, notamment sur les transferts, un petit peu sur la période Covid, avec des questions sur les abonnements aussi. Bon, j'espère que ça aura répondu au plus grand nombre. Dans tous les cas, on le remercie, Samuel Laurent, et puis on l'aura en fin de saison, le plus tard possible, comme il l'a indiqué. Cela voudrait dire oui, qu'on sera en play-off, on le souhaite. Et puis au commencement peut-être de la nouvelle saison avec des objectifs élevés à la Ligue 1 à terme. Donc forcément, on est preneur. On va revenir un petit peu, on avait écouté le résumé tout à l'heure. On va revenir également sur les réactions d'après-match. Mais il y a aussi un joueur qui était présent chez nos confrères, Samuel Olivier, Robert Malm, pardon. C'était du côté de beIN Sport pour le multi. Et oui, c'est l'attaquant Yann Kitala et on a eu plaisir à le voir. Et on aura encore plus de plaisir à le revoir sur les terrains à claquer du but. Et on l'écoute, c'était chez nos confrères. Ma première télévision en direct, j'en ai fait une sur LTV, mais c'était pas en direct. Mais là, c'est la première en direct. Parce que vous avez été formé à l'Olympique Lyonnais, vous avez choisi comme musique d'entrée Sensei, Impoli. Ouais. C'est une musique avec l'un de mes meilleurs amis. Et en ce moment, c'est notre musique. Donc, dès que tu m'as parlé de ça, j'ai pensé directement à ça. Alors, regardons. Yann, malheureusement, tu nous as quitté un petit peu trop tôt des terrains lors de la première journée avec cette grave blessure, fracture tibia péroné. Déjà d'une, comment tu vas? Et la deuxième question dans la même, c'est à quand ton retour sur les terrains et surtout à la compétition? Déjà, je vais bien, je vais mieux, ouais. Ça avance bien. Comme je vais dire aussi à tous les supporters de Sochaux, j'avance super bien et c'est dans le positif. Vous les avez revues, ces images déjà? Oui, je les regarde souvent. C'est vrai? Je regarde souvent, vu que j'ai marqué après, donc je regarde souvent cette vidéo. Elle ne vous choque pas? Franchement, ça me choque pas. Ça arrive, c'est le football, c'est mon métier. J'ai choisi ce métier-là et je me dis que ça arrive. Je me dis que ça arrive et je suis en train de récupérer, je suis en bonne voie. Avant la fin de saison sur les terrains? J'espère bien. Normalement, si tout se passe bien, oui. En attendant, vous êtes notre consultant, notre témoin pour cette 30e journée. On espère bien le voir sur les terrains. Et puis également, il a eu une question d'un de ses anciens coéquipiers du côté, quand il était du côté de l'Olympique lyonnais. C'est Jordi Gaspard. Un ancien Parisien, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait... Jeune, hein? Ouais. J'ai fait toute ma formation au Paris FC. C'est bien vous, là, dans la lumière. C'est moi. J'ai fait toute ma formation au Paris FC. J'ai joué 5 ans là-bas. De 5 à 11 ans? C'est ça. Non, de 11 ans... Ah, c'est plus tard? Ouais, c'est plus tard. Non, de 9 ans à 15 ans. Ok. De 9 ans à 15 ans. Vous en gardez quel souvenir du Paris FC? Franchement, des bons souvenirs. Des bons souvenirs. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme il y a sur la photo. Oui. Et j'ai beaucoup progressé aussi. Et ça m'a amené à après aller à Lyon, et après aller à Lorient, et après aller à Sochaux. Pas mal d'émotions pour vous dans ce match Paris FC Grenoble, parce qu'il y a le Paris FC, on a bien compris pourquoi, mais à Grenoble, il y a quelques copains aussi. Je pense à Jordi Gaspard que vous avez rencontré à Lyon et qui a été notre invité dans une de nos émissions. Et je crois que Jordi Gaspard a un message pour vous. Salut frérot, Yanka. Du coup, j'ai une petite question.
Je sais que tu es une personne super gentille à l'extérieur et même sur le terrain, malheureusement, ça a été longtemps ton défaut vu que tu es attaquant et vous êtes appelé à être méchant et marqué. Mais tu aurais pu faire, je pense, des saisons moins minimum à 20 buts, mais tu t'es retrouvé soit à faire plus de passes décisives ou plus d'échecs devant la cage. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as activé en toi, tu vois, cette envie, cette dalle de marquer. Et j'ai une question, j'aimerais bien savoir en gros à quel moment le déclic qui s'est passé aujourd'hui pour que tu puisses avoir autant faim et avoir autant de réussite avant ta blessure devant les cages. Ça, c'est une bonne question de journaliste. C'est une bonne question. En fait, j'ai réalisé que plus tu faisais de stats en étant attaquant, mieux c'est. Avant, j'étais plus dans le collectif, devant le but, faire marquer les autres. Mais en fait, j'ai réalisé ça à partir de l'année dernière, la saison dernière, à Lorient. En fait, que quand tu marques, le coach il va penser à te faire jouer. Et si tu fais marquer les autres, c'est la personne que tu as fait marquer qui va jouer. Être un peu plus égoïste parfois. Ouais. En étant attaquant, il faut penser surtout à toi parce que le coach, après, quand il fait son équipe, il pense à qui va marquer des buts et qui va lui faire gagner le match. Intéressant comme perspective et comme discours pour vous, Yann Kitala. 22 ans, on apprend toujours, il n'est jamais trop tard. C'est le Multiligue 2 que vous regardez. Nous sommes à 12 minutes des coups d'envoi des 8 matchs ce soir. Et parmi ces 8 matchs, il y en a 2. C'était Yann Kitala, mais là on est avec un auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est Bernard. Bonsoir Bernard. Ah, il m'a reconnu, bonsoir. Mais oui, on reconnaît les fidèles. C'est comme au Stade oui, Bonal, on reconnaît les fidèles. Ça va. Oui, ça va très très bien ta victoire. Ah, ça va mieux, hein. Victoire maîtrisée en plus. Impeccable. Une belle victoire, hein. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et puis c'est bien, parfois bien au regard, parce que ça va le mettre en confiance. Ça va encore pas marquer cette saison. Exactement. Et là, on écoutait Yann Kitala, qui était chez nos confrères de Bein Sport. Oui, j'ai écouté aussi. Oui, il va revenir apparemment. Mais c'est bien. Oui, il va revenir. Après, il faut faire attention, parce que souvent, quand on revient d'une grave blessure comme ça, puis qu'on reprend des fois un peu trop vite, on peut se reblesser directement derrière. Donc, il faut faire attention. Il avait eu, lors de la première journée, à Auxerre. Oui, c'est ça, avec un choc avec Donovan Léon, pas l'entraîneur. Oui. Peut-être qu'il sera plus tard entraîneur, mais pour le moment, il est gardien d'Auxerre. Et oui, il y a eu un choc, comme il le dit si bien, Yann Kitala, un choc qui arrive dans le football. Ça fait partie de la vie du footballeur, du sportif en général. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, belle victoire. Là, ce coup-là, on va la chercher, la 5e place. Ben, j'espère bien. On en parlait justement avec le président de Sochaux, Samuel Laurent, il y a quelques minutes. Oui, j'ai entendu. Il a dit, on jouera les matchs jusqu'au bout, comme si on jouait notre survie. Il l'a pas vraiment dit pour pas mettre de pression aux joueurs, mais. Voilà. C'est vrai qu'il y a aucune pression. En plus, tout va bien. Tout va bien. Voilà, Omar Daf a été reconduit à la tête de l'équipe. Le maintien est assuré. Il n'y a plus de pression en fait. 46 points maintenant, 46. Et justement, quand on n'a plus de pression, on peut faire de grandes choses. C'est sûr. Mais comment j'ai écouté, parce que moi j'avais le fait qu'ils avaient mis Mediapro là. Que Mediapro avait pris la Ligue 2, j'avais arrêté bien, puis du coup je l'ai pas remis, alors j'ai écouté au poste. Oui. Hervé Blanchard, mais c'est vrai qu'ils ont fait un bon match, match. Oui, franchement, bon match. Et puis Chris Vega, il rentre, il marque, ça c'est super. Alors oui, tu fais bien de souligner, parce que moi je voulais dire un petit mot aussi, parce qu'il a été critiqué. Moi je voulais le dire très violemment sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai toujours dit attention, c'est un jeune attaquant, il faut du temps et la confiance. Oui. Il était critiqué. Moi, j'ai vu des choses sur lui pas sympas sur Twitter. Oui, franchement. Et là, je suis content qu'il réponde comme ça parce que. Non, mais c'est pas. C'était un joueur qui. Comme je dis, avant de critiquer les joueurs, il faut se mettre à leur place parce qu'ils ont tellement. Quand tu es attaquant, tu dois avoir une pression, je pense, quand même. Hein. Il faut marquer des buts. Ben oui, voilà. C'est pas simple de marquer des buts. Et puis, non, c'est pas simple. Et puis surtout, en plus, quand tu es un jeune joueur, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un jeune joueur, il n'a pas non plus 28 ou 29 ans. Oui, il a 22 ans, je crois. Oui, c'est ça. Il me semble. Hein. Il a 22 ans, et surtout dans le jeu, quand on pouvait encore aller à Bonal, à la télé, on le voit moins, mais dans le jeu, quand on pouvait aller au Stade Bonal,
on voit qu'il pèse, on voit qu'il fait mal à une défense. J'espère qu'on va pouvoir y retourner au stade parce que ça nous manque. Hein. Ouais, ça va être compliqué à mon avis d'ici la fin de la saison, mais c'est vrai que c'est un joueur qui pèse beaucoup et puis ensuite quand un autre attaquant rentre derrière, eh ben physiquement il a déjà usé ses adversaires. Et après, je ne vais pas dire que c'est plus facile pour celui qui rentre, hein, c'est aussi compliqué, mais je veux dire, le défenseur est déjà un peu moins lucide. Donc, en tous les cas, c'est bien qu'il réponde comme ça. Oui, c'est sûr. J'ai trouvé, au poste, parce que comme tu disais, j'ai écouté au poste. Oui. J'ai trouvé Béguian, Soumaré a été bon aussi. Oui, tout le milieu de terrain, franchement. Ah oui. Gaëtan Westbeck. Notre petit Joseph. Qui lui, il fait du boulot. Hein. J'ai pas compris. Le petit Joseph Lopi. Ah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Lui, quel joueur. Mais quel talent qu'il a, ce joueur. Quel talent qu'il a. Il a été formé à Sochaux, il me semble. Ah oui. Mais donc du talent, c'est normal. Il est très très bon. Hein. Non, c'est vrai que le milieu de terrain avec Younes Kabouni qui est un maître au milieu de terrain. Très bon aussi, Younes. Très serein, techniquement, il n'y a rien à redire. Avec Gaëtan Westbeck aussi également. Brian Soumaré qui apporte de la vitesse quand il le faut. Franchement, on a un milieu de terrain. On a vraiment un très très bon milieu de terrain. Et il va falloir les conserver, tous ces joueurs. Ah oui. De toute façon, Chris Béguin, il parlait de 800 000 €, je crois. Hein. Comment ? Je parlais Chris Béguin, je crois qu'il parlait de 800 000 € que Charleroi le vendrait apparemment. Hein. Oui, après, c'est sûr qu'il va falloir mettre la main à la poche. Et puis, il faut acheter Chris Béguin parce que Soumaré, il est prêté par Dijon. Mais Dijon, à mon avis, ils sont quand même en Ligue 2, ils ont encore perdu hier. Dijon pourrait très bien le céder, hein, si le joueur veut bien venir à Sochaux. Oui, vrai oui, ça serait bien parce que si on arrive à garder Soumaré, Carbouni, il a prolongé, je crois, il me semble. Oui. Si on arrive à garder Soumaré, Carbouni, Lopi, Béguian, et puis avec certainement si on garde tout à la devant, à mon avis, la saison prochaine. Et Gaëtan Westbeck qui est convoité en Ligue 1, forcément. Oui, aussi. Gaëtan Westbeck, il faut le garder aussi. Ah oui, bien sûr. Il faut le garder, Gaëtan, il faut le garder, c'est obligé. Donc après, il faut, comme le disait le président Samuel Laurent, il faut leur proposer à ces joueurs un vrai projet. Et c'est vrai qu'avec un vrai projet, les joueurs se projettent, on va dire. Et ça serait bien qu'ils montent en Ligue 1 avec Sochaux. Ah oui, c'est sûr. Oui. Bon, merci. J'ai regardé un petit peu la Ligue 1 hier, mais j'ai bien aimé le coup franc de Lorient. Ah non. Ah il est magnifique. Le 39 mètres, hein. Il est somptueux, celui-là. Ah ouais. Il est énorme. Et puis Montpellier en a marqué un beau aussi, mais il est un peu plus près, Montpellier. Oui, Junior Sambia, qu'en a mis un. Oui. Mais celui de comment je sais plus comment il s'appelle. Celui d'Armand Lorienté. Ouais, voilà, Lorienté, il est magnifique, 39 mètres. Puis surtout, on la voit partir, et on la voit, elle part, le ballon est un peu flottant, et puis il s'écrase en pleine lucarne. Oui, elle monte jusqu'à 5,70 m hein. 5,70 m de hauteur. Oui, 108 km/h la vitesse de la balle. C'est ça. C'est énorme. Ah oui, il y en a un qui avait... Non, c'était pas la saison dernière ou la saison d'avant. Florian Marquet en avait marqué un beau aussi, je sais plus si c'est... Oui, d'ailleurs, on va l'écouter dans quelques instants, Florian Martin. Vous allez voir, on va bien rigoler, parce que moi, j'ai bien rigolé devant mon écran. Et franchement... On va bien se marrer. Oui, parce que pas le week-end qui vient, le week-end d'après, on sort le Paris FC. C'est ça, le 3 avril. Et là, il faut les battre. Le 3 avril, ils sont en semaine, ça, non? On va dire que oui, il faut les battre. Après, sur le terrain, c'est autre chose. C'est une belle équipe aussi, le Paris FC. C'est un samedi. C'est pas le week-end qui vient, parce qu'il y a l'équipe de France. Oui, c'est dans 15 jours. Enfin, dans 10 jours. Oui, c'est le week-end juste avant Pâques, quoi. C'est ça. Oui, mais j'ai regardé un petit peu aussi je regardais pas, j'écoutais un peu aussi sur un autre poste le match Paris FC Grenoble. Apparemment, Grenoble avait joué. Hein. Après, je peux rien dire sur ce match, j'ai pas tout vu, donc. Oui, non, mais moi j'ai écouté quelques petits bouts après, mais ce qui est bien, c'est que l'Auxerre a fait nul à Valenciennes. On n'est plus qu'à un point d'Auxerre. Après, plus on va arriver vers la fin, plus les équipes vont avoir la pression. Et comme Sochaux n'a pas de pression, parce que la montée n'était pas forcément inscrite. Oui. Et puis souvent, Si
si on peut jouer les playoffs, il ne faut pas s'en priver. Puis souvent, quand on dit qu'on va monter en Ligue 1, c'est jamais bon en début de saison parce qu'on met la pression sur les joueurs et des fois, on sait comment ça peut se terminer. Mais non, là, Sochaux n'a aucune pression. Il faut, comme le disait Samuel Laurent tout à l'heure, il faut jouer les matchs avec détermination, vouloir les gagner parce que ce sont des compétiteurs. Donc forcément, quand on rentre sur un terrain, on est tous passés par là, on a envie de gagner. Donc on espère qu'ils vont s'imposer. Mais oui, comme il a dit, on va jouer tous les 8 derniers matchs qui restent comme si on jouait notre survie, il a dit. Oui, mais c'est ça, mais c'est comme ça qu'il faut les prendre. Je pense que merci. Pour moi, c'est comme ça que je les prendrais. Je pense que le Paris FC, ils sont prenables. Oui, toutes les équipes sont prenables. Oui. Franchement, toutes les équipes, on voit encore avec 3 qui perdent à Amiens. Bon, après... Oui. Deuxième défaite d'affilée, parce qu'ils ont perdu à Nantes. Ils ont perdu chez eux contre Nantes, ils en ont pris faut mettre des guillemets parce qu'ils étaient réduits à 10, mais bon, ils perdent quand même le match. Donc les équipes, les premiers, sont capables de perdre contre les derniers. Donc tout est jouable. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé ce soir. Encore un petit truc. Ligue des Champions, quart de finale, Bayern PSG, vous dites quoi comme résultat, vous? On va être pour l'équipe française. J'espère. Oui, mais ils en ont planté 4 à Lyon hier soir, quand même. Comment? Ils en ont planté 4 à Lyon hier soir. Hein. Oui. Ils ont fait un bon match. Comme on le disait tout à l'heure, ils sont rentrés avec détermination sur le terrain. Voilà. Apparemment, c'est ce qu'il avait dit l'entraîneur de Paris. Et ça se voyait déjà à l'échauffement. À l'échauffement, on voyait des Parisiens extrêmement sérieux, appliqués, le visage fermé. Mbappé, il leur fait mal encore. Hein. Aux Lyonnais. Hein. Oui. De toute façon, c'est toute l'équipe parisienne qui fait mal aux Lyonnais. Mais après, les Lyonnais n'ont pas mis l'intensité comme la même intensité. Donc forcément, quand Paris est comme ça, Paris est imbattable. Ce que je suis un peu déçu, c'est que Nîmes a battu Lille, quoi. C'est dommage. C'est le jeu. Oui, tout à fait. C'est comme on dit, c'est la pression. Hein. Plus on arrive, plus les joueurs ont la pression. C'est sûr. Mais comme je te disais, si on peut jouer les playoffs, on ne va pas s'en priver. Hein. Bien sûr qu'on ne va pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Non, il ne faut pas s'en priver. Heureusement. Heureusement qu'on ne va pas s'en priver. Enfin, oui, c'est clair. Que les joueurs ne vont pas s'en priver parce que nous, on n'est pas sur le terrain. Hein. On n'est pas sur le terrain. Oui, mais quand on voit notre équipe qui gagne, ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Surtout ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas gagné au Havre. Non, puis surtout, elle gagne avec la manière. Il n'y a pas de hasard. Là, il n'y a pas de hasard. Ils ne gagnent pas sur un coup, sur un hold-up. Il y a une construction d'équipe. Il y a une construction d'équipe. Il y a vraiment du jeu. Et puis, Ce qui est dommage, c'est d'avoir fait nul contre Châteauroux puis Guingamp. C'est ça qui est dommage. C'est comme ça. C'est des matchs où il faut apprendre. Peut-être que c'est là où il manque peut-être certains joueurs pour casser les lignes. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est des matchs fermés, parce qu'apparemment Guingamp et puis Châteauroux, ils étaient d'après ça m'a dit l'entraîneur Ramon, il a dit on n'ira pas à Sochaux pour perdre, c'est ce qu'il avait dit. Oui, mais après c'est normal, c'est des équipes de bas de tableau, donc forcément quand on se bat pour le maintien, on n'ouvre pas, quand on se bat pour le maintien, on n'ouvre pas grandes les portes, et puis voilà. Oui, on a vécu ça avec Sochaux, il y a quoi, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais. Je sais pas, moi j'ai tout zappé, j'ai tout oublié, moi j'ai mon cerveau, il a... Je sais pas si c'est le même Fred, monsieur Chavarcy, je sais pas si c'est la saison dernière ou la saison d'avant qu'on a fini. C'est moi que tu as au micro là. Donc moi j'ai fait un RAZ, moi j'ai tout rasé, j'ai tout oublié. Mais moi parce que quand je m'abonne, quand j'allais à Sochaux, comme je suis pas abonné, je prenais mon billet à chaque fois, puis à chaque fin de match, je marquais le score sur les billets. Ça s'appelle la passion. Ah oui, j'ai un collector, j'ai peut-être bien plus de 200 billets du stop. Oui, ça s'appelle la passion. C'est comme quand on hurle devant notre écran de télévision. Désolé pour mes voisins, parce que de temps en temps, ça doit... Non, mais c'est vrai, ça s'appelle la passion. Le match de rugby, samedi, c'était la passion. On hurle devant notre écran. C'est la passion quand on est passionné de sport. Et puis, le sport, c'est un partage d'émotions. C'est sûr. Donc, quand faut que les joueurs nous fassent vibrer, nous donnent des émotions. Et puis, j'en fais plus, mais j'en faisais quand j'étais encore célibataire. Je faisais toujours, d'ailleurs. J'ai un cartos avec un moteur de 2 chevaux. Mais quand je suis là-dedans, je m'amuse comme un petit fou, quoi. C'est ça. Merci, Bernard. On va rester sur ce
voilà, sur ce beau détail. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ah, il n'y aura pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a pas de Ligue 2, il n'y a rien. On se repose. Dans 15 jours, et puis on parlera de la victoire contre le PSV. Bah écoute, on l'espère. Voilà. On l'espère. Merci beaucoup, Bernard. Et bien sûr, allez Sochaux. Allez, bonsoir. Bonsoir. C'était Bernard, fidèle auditeur, qui voulait nous parler bien évidemment de Sochaux. Et nous, on en parle encore, justement, on va écouter Yann Kitala, car ils ont parlé d'Alan Virginius, et puis avec Omar Daf aussi également. On les écoute tous. Ouvrir désormais la lutte pour monter en Ligue 1. Sochaux est 7e avec 43 points. Pas trop difficile, Yann, de regarder les matchs à la télé de vos coéquipiers? Si c'est compliqué, hein. Des fois je suis frustré un peu. Parce que j'aimerais les aider, j'aimerais être là pour eux. Mais bon, malheureusement, je peux pas. Et franchement, parfois, je suis très frustré devant les matchs. Vous allez les aider ce soir, au moins par la pensée. Direction le stade Océane, où nous attend Florent Dulin. Le Havre Sochaux, salut Flo. Pour nous parler d'un joueur, vous allez nous en parler aussi, Yann, qui est en train d'éclore petit à petit. Il s'agit d'Alan Virginius. Tout à fait, bonsoir les amis et bonsoir à notre invité Yann Kitala, certainement qu'il a dû voir débouler l'été dernier le jeune Alan Virginius, 18 ans, il est né, rendez-vous compte, en janvier 2003, ça nous rajeunit tout ça, mais il va vite, il va très très vite, il est arrivé dans le groupe, il a signé son premier contrat pro, il a déjà 10 matchs au compteur, 3 buts, 2 passes décisives, il est le plus jeune buteur de Ligue 2 cette saison. Omar Daf en pense beaucoup de bien, je vous propose justement de l'écouter sur sa jeune pépite. C'est un gamin que je suis depuis plusieurs années parce que j'ai l'habitude d'aller voir les 17 ans et les 19 ans évoluer. Et quand on a discuté en interne pour le faire signer pro, tout de suite j'ai validé. Et Alan, ses qualités, c'est la vitesse. Il a cette capacité d'accélération qui fait qu'il peut faire la différence à tout moment. Et aussi sa justesse technique. Il devait juste faire le stage de préparation avec nous et retourner au centre de formation. Donc quand j'ai vu son adaptation avec le groupe, je l'ai conservé et petit à petit on a essayé de l'amener à maturité en le faisant rentrer par petites doses. Et à un moment donné, la titularisation s'est imposée naturellement. Vous l'avez entendu, l'entraîneur Omar Daf qui est dithyrambique à propos de son jeune joueur, il le préserve aussi également, il sort de 2 titularisations. Ce soir, il sera sur le banc, vous l'apercevez peut-être derrière moi, il est en train de s'échauffer. Mais attention, ça ne veut rien dire, contre Chambly notamment, il était entré en cours de match, on connaît la suite. Un doublé, une passe décisive. Et ce serait bien pour Sochaux de connaître pareil succès ce soir, car ils ne se sont plus imposés ici en Normandie. C'était il y a plus de 20 ans, c'était en février 2001, il n'était même pas né, le jeune Virginius, mais par contre Omar Daf, lui, était déjà titulaire du côté de Sochaux. Il a 18 ans, merci pour ces précisions et anecdotes. Florent Dulin, il a 18 ans seulement, il s'appelle Alan Virginius et il va mener l'attaque de Sochaux au Havre ce soir. Vous avez été le témoin de son éclosion, Yann. Je pense que c'est un jeune très talentueux et à la prépa, il n'a pas choqué que le coach, il a choqué aussi les joueurs. C'est vrai? Ouais. Et franchement, s'il continue comme ça, il peut aller très loin. Souvent, je parle avec lui après les matchs et franchement, lui aussi, il a beaucoup d'ambition. Et je pense que ça va aller loin. Ah, une association Virginius Kitala la saison prochaine, ça pourrait avoir de l'allure. Pourquoi pas? Pour Sochaux, Robert, ça ne vous déplairait pas non plus? Ah, moi, ça ne me déplairait pas du tout, bien au contraire. Le Havre Sochaux, c'est... Et oui, pourquoi pas, Alan Virginius, Yann Kitala la saison prochaine. Bon, si Alan Virginius est encore là, parce que forcément, il va être très convoité, et on espère qu'il restera du côté du FC Sochaux. On écoute la réaction de l'entraîneur du Havre, Paul Le Guen. Oui, c'est un scénario, j'ai envie de dire, classique cette année, à domicile notamment. On essaye beaucoup, on tente différentes choses. On a l'impression d'une forme d'impuissance. On centre beaucoup, on frappe beaucoup, mais parfois plus que l'adversaire, mais l'adversaire arrive à être plus efficace. Oui, le gardien adverse a eu très peu de choses à faire. Après, on a eu il y a la frappe d'Eliès, il y a quand même beaucoup de centres qui passent devant le but sans trouver preneur. Et ouais, mais mon devoir, c'est de... Moi, je n'ai pas envie de subir les choses, je veux trouver des solutions. Alors, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que c'est un scénario, comme vous le disiez, classique, mais il faut secouer les choses, il faut essayer de trouver des solutions, parce que la situation est tendue. Et, ouais, mais je savais qu'on n'était pas sorti d'affaire, il faut rester extrêmement concentré. Je savais que le scénario de Caen nous avait été favorable, et le contexte du match aussi. Celui de ce soir était différent, et
Encore une fois, moi j'ai le sentiment que les joueurs donnent beaucoup. Et en deuxième mi-temps, vous le disiez, on a eu la possession, on a beaucoup essayé, mais sans trouver la solution pour contourner cette défense. On a ce même problème depuis le début de saison. Oui, mais ça me fait penser au dernier match ici. On a des occasions quand même très très nettes qui pourraient faire tourner un petit peu les choses, mais on n'arrive pas à les mettre et à concrétiser notre jeu qui, certes, n'est pas... mais qui est quand même assez consistant. Notre jeu de passe, on arrive à faire certaines choses, à faire des décalages, mais on n'en profite pas. Oui, mais encore une fois, l'aspect domicile extérieur est très... Oui, mais je dis qu'on a ce même problème depuis le début de saison. Et on travaille pour trouver des solutions, mais c'est pas évident. Il n'y a pas de solution miracle. Il faudra s'accrocher comme ça jusqu'à la fin de saison, gratter les points que l'on doit gratter pour s'en sortir. C'était Paul Le Guen. Et maintenant, je vous propose d'écouter. On en a parlé d'ailleurs avec le président du FC Sochaux Montbéliard, Samuel Laurent. On a parlé de la prolongation d'Omar Daf. C'était en fin de semaine dernière, et on va écouter l'entraîneur sochalien. Mon attachement et mon ambition pour le club ne sont plus à démontrer. Quand on est footballeur, on est concentré sur ce métier-là qui est très difficile, avec des carrières souvent très courtes. Mais après quelques années, j'ai commencé à réfléchir pour la reconversion. Et ce qui me convenait le plus, c'était de devenir entraîneur. Et aujourd'hui, je remercie le club pour la confiance qu'ils m'ont accordée en tant que joueur et surtout en tant que technicien. Depuis ma prise de fonction, chaque année, j'ai essayé d'atteindre les objectifs que le club me fixe. Et cette année, je pense que oui, ça s'est fait naturellement. Je me suis concentré à faire progresser cette équipe. Et par la suite, oui, ça a commencé un peu à bouger autour de moi. Donc les dirigeants aussi du club ont commencé à entamer les négociations. Et c'est pour ça ce que je disais en amont, on connaît l'attachement et l'ambition que j'ai pour le club, raison pour laquelle j'ai accepté. Mais surtout, ce qui m'a convaincu, c'est le discours de Samuel Laurent, qui veut vraiment mettre le sportif au cœur du projet de club. C'est de continuer à progresser, continuer à bâtir. C'est clair que le club était en reconstruction. On voit que année après année, on progresse. Maintenant, les objectifs, bien évidemment, c'est de retrouver l'élite. Pour cette saison, je pense que depuis plusieurs années, on ne s'était pas maintenu aussi aisément. Là, du journée de la fin, c'était déjà acquis. Maintenant, il reste 9 matchs. On va tout donner pour terminer cette saison le plus haut possible. Puis bien évidemment, préparer le mercato et les saisons à venir pour continuer à se rapprocher le plus possible des meilleures équipes de ce championnat. Le club a l'ambition de monter dans les 2-3 ans qui arrivent. Mais en tout cas, chaque saison, on va essayer de se rapprocher de plus en plus de cet objectif. Très heureux de continuer l'aventure. Puis en tout cas, ils peuvent compter sur nous. Sur chaque jour, chaque entraînement, chaque match, on donnera le maximum pour que le club retrouve les couleurs et le haut niveau. C'était Omar Daf qui parlait. C'était sur le site officiel www.fcsochaux.fr après justement avoir signé une prolongation de contrat pour les 3 prochaines années. On va maintenant regarder ce qui s'est passé un petit peu sur les différents terrains de Ligue 2. Mais avant, on va quand même écouter Omar Daf après la rencontre Le Havre-Sochaux, comment il a vu son équipe sochalienne s'imposer du côté du Havre. Ce qu'on avait mis en place, c'était de priver cette équipe de ballon. Je pense qu'on a réussi à le faire sur la première période où on a la même mise sur la rencontre, on a largement la maîtrise du jeu, ce qui nous a permis d'ouvrir logiquement le score. Et de ce fait, je trouve que cette victoire est méritée, logique sur l'ensemble de notre prestation. On s'attendait à ce qu'il y ait des changements au niveau de leur attitude ou sur le plan tactique, donc on savait qu'en seconde mi-temps, ils allaient pousser. On était préparé à ça, donc il y a eu un temps fort de cette équipe havraise. Mais à ce moment-là, on a vu un état d'esprit, beaucoup de solidarité et puis surtout de l'intelligence pour gérer les couloirs. Maintenant, on continue notre bonhomme de chemin. Et voilà, c'est quand il y a deux belles équipes, ça donne ce spectacle-là, surtout sur cette première période que j'ai appréciée au niveau de la maîtrise technique et de la justesse. Je suis content de la prestation parce qu'on a fourni un match solide à l'extérieur. Et puis on continue à avancer sereinement et avec beaucoup d'ambition.
L'équipe progresse, ce que j'ai dit aux garçons, on a des aptitudes, on a des capacités, faut qu'on joue plus libéré, faut qu'on se projette un peu plus. Et surtout, ce que j'ai aimé sur ce match-là, c'est notre prise de responsabilité, cette capacité à jouer simplement, à être disponible. Et ça fait mal à cette équipe. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce genre de prestations pour continuer à avancer. Il y a des équipes qui sont devant nous, logiquement, parce que depuis le début de cette saison, ils sont à cette position-là. Nous, on va jouer notre championnat. Il reste encore 8 matchs, comme je disais tantôt. Que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs, on donnera tout jusqu'à la dernière seconde. Mais surtout, ce soir, je suis content parce que ça faisait 20 ans que le club ne s'était pas imposé ici. Et ça, je pense que pour nos supporters, c'était important de casser cette spirale. Bravo aux joueurs qui ont acquis cette belle victoire. Et maintenant, on va se pencher rapidement sur le match du PFC. Direction le PFC cette fois-ci, comme je vous le disais, ce sera le 3 avril à partir de 20h. Mais on va éplucher un petit peu cette Ligue 2. On va continuer à regarder ce qui s'est passé. Il y avait déjà un gros match pour l'équipe de Troyes qui est le leader, qui se déplaçait du côté d'Amiens. Et finalement, c'est une défaite 3-1 avec les Troyens qui se sont retrouvés à 10 avec Giraudon qui a pris un carton rouge. Et ensuite, cette équipe d'Amiens a déroulé. Pourtant, elle était menée au score dès la 15e minute de jeu. Elle a égalisé à la 40e minute de jeu. Et finalement, en deuxième période, elle a inscrit 2 buts. Et c'est une victoire large pour cette équipe d'Amiens. Et vous allez écouter, on va écouter la réaction, mais ce n'est pas la réaction après le match, c'est la réaction avant le match de Régis Gürtner. Régis Gürtner, c'est le gardien de cette équipe d'Amiens. Et vous allez voir, il a envoyé un message, en tout cas il a lu un message après la conférence de presse d'avant-match, en direction du rédacteur en chef du 11 amiénois, donc c'est en direction des journalistes. Et puis, eh bien justement, on va l'écouter. Voilà, après cette conférence de presse, maintenant moi j'ai un message pour toi, surtout Romain, pour les gens un peu négatifs. Déjà, je voulais juste, toi, le rédacteur en chef du 11 amiénois, te remercier pour tes 2 beaux articles sur moi ces 2 derniers jours. Merci. T'as vu le coach, t'as vu, je sais plus ce que c'était l'autre article, mais voilà, merci, c'est sympa pour moi. J'ai noté un message parce que je voulais rien oublier et sachez que ce message, je l'ai écrit en 5 minutes avec vraiment beaucoup de spontanéité. Donc, voilà. Je continue. Donc je voulais te remercier, merci. Par contre, maintenant, je vais te dire aussi que je lis régulièrement depuis des années, comme sûrement beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters, nos dirigeants, notre staff. Bref, je pense un peu tout l'entourage du club et toute la région. Je pense que 80% de tes articles sont en permanence négatifs et critiques envers le club et tous ses membres, souvent très pessimistes. Je pense réellement que tu joues un gros rôle dans la période négative que le club vit depuis la fin de saison, de notre première magnifique année en Ligue 1. Date à laquelle je pense que tu as à peu près commencé à faire ton site, ou un peu plus intensément. Le négatif fait vendre et avoir des vues, comme on dit aujourd'hui, et te rapporte sans doute un peu d'argent, je ne sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et c'est tant mieux pour toi. Tu me fileras peut-être un petit billet d'ailleurs, parce que moi j'ai jamais fait d'interview avec toi en solo depuis 6 ans. Et pourtant, il y a un article ou quelque chose sur moi chaque semaine. J'aurais préféré que tu viennes me voir et qu'on discute. Voilà. Je peux finir ? Bref, après, tu reprends des choses de partout sur moi sans me les demander en direct. Et du coup, tu inventes des choses en fonction de tes sources que je ne connais pas d'ailleurs. Tant mieux, enfin peut-être que je les connais, mais voilà. Ce n'est pas ça le vrai métier de journaliste, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez les autres. Voilà. Bien. Et tu ne te rends pas compte que tu peux faire mal à beaucoup de monde qui sont concernés par tes articles et surtout l'entourage de ces gens-là. Beaucoup de personnes peuvent mal le vivre, y compris staff, dirigeants, sponsors, supporters et même certains joueurs que j'ai déjà entendu t'insulter dans le vestiaire. Du coup, ça joue réellement sur les propres performances de ces joueurs-là. Celles de l'équipe aussi du coup. Tu comprends ça? Et puis du coup, sur celle du club, parce que voilà, ça joue forcément là-dessus. Sur l'ensemble du club. Salariés y compris. Moi je reste fermé à la critique. Je te l'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit. Je me nourris de ça même. Ça me sert. Tout ce que je t'ai dit au-dessus ne me touche pas du tout. Et c'est pour cela que, à mon avis, je reste performant et régulier depuis
depuis que je suis au club. C'est d'ailleurs toi qui l'as écrit. Merci, je t'avais dit déjà. Moi, je sais et je suis intimement convaincu que l'on va vivre une belle fin de saison avec notre équipe sur le terrain et que le club va très vite repartir vers les sommets les années à venir. Ça sera avec ou sans moi. Ça, c'est pas le problème. Enfin, pardon. Ça, c'est pas important maintenant et c'est pas le problème aujourd'hui. Merci à vous pour une fois de m'avoir écouté moi plutôt que l'inverse d'habitude. À bientôt, messieurs. Bon, c'était le message de Régis Gürtner, le gardien d'Amiens. Bon, en tous les cas, on espère que le 11 amiénois a fait un bel article parce qu'ils ont eu une belle victoire face au leader l'Estac de Troyes. On va maintenant regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les autres pelouses du côté de Châteauroux. Châteauroux qui recevait Caen. Là, c'est pour le bas de classement avec cette équipe de Caen pas encore sauvée. Finalement, match nul, 2 buts partout dans cette rencontre avec quelqu'un qu'on connaît bien, Michel Denisot, qui est le nouveau président de la Berrichonne de Châteauroux. Il a passé 7 ans du côté du Paris Saint-Germain et maintenant, il est le nouveau président. On l'écoute. Bruno Alec garde ses fonctions, Marco Simone est là avec son staff. Après, l'objectif, c'est de finir la saison le mieux possible. On est dernier à combien de points 7 points de Chambly. Donc rattraper Chambly, c'est déjà aujourd'hui un objectif très, très difficile. On va voir ce qui se passe ce soir. Et puis après, on verra comment se passe la fin de saison en Ligue 2. Et puis, de toute façon, ça ne remet rien en cause, évidemment. On est dans une période de construction, de reconstruction. Et voilà, donc on construira en national s'il faut reconstruire en national. Si on a la chance de s'en sortir d'une façon ou d'une autre en Ligue 2, ça sera une autre histoire, mais de toute façon, ça ne change pas l'histoire. Marco Simone a signé pour 2 ans et demi, je crois. Donc, quoi qu'il arrive en fin de saison, de toute façon, lui, il s'inscrit dans la durée, c'est sûr. Tout à fait. Ok, bah ça déjà c'est une bonne chose et c'était nettement mieux du côté de Sochaux. La semaine dernière, on a vu du changement dans le jeu. Ouais, merci. Bah écoutez, on va voir ce soir maintenant. Et ben, on vous souhaite un bon match en tout cas. Juste pour finir, Michel. Pierre-Antoine Capton, donc je le salue s'il regarde. C'est votre ami, ouais. Compliqué pour vous du coup. Mais vous avez toujours la flamme, Michel, et la passion parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est la 3e fois que vous êtes président du club de la Berrichonne de Châteauroux. Il y a eu la parenthèse au PSG. Ouais, c'est plus qu'une parenthèse. C'était pendant 7 ans et j'étais toujours très attaché au club. Mais ici, évidemment, c'est le club de mon enfance. Je suis né à côté d'ici. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie, mais donc je serai attaché toujours au club. Je me supporte, quelle que soit la fonction. Aujourd'hui, je suis redevenu président parce que c'était un peu ça faisait partie des accords avec United que je revienne au club. Et donc je le fais évidemment, voilà, parce que c'était prévu comme ça. Donc je le fais le temps qu'il faudra. Et oui, c'était Michel Denisot. Tu voulais nous dire un petit mot sur Michel? Oui, il a raison, Michel, c'est sa 3e période de présidence de la Berry. Il a déjà été entre 89 et 91, le club qui était à l'époque en national. Il a fait monter en Ligue 2 à l'époque. En 91, il était parti donc à la tête du PSG, en étant président délégué du PSG. Ensuite, il a eu une deuxième période de 2002 à 2008 où le club parvenait à la finale de la Coupe de France en 2004. Et puis donc voilà, depuis quelques semaines maintenant, il est de nouveau à la tête de la Berrichonne. Et oui, ça s'appelle, comme on le disait tout à l'heure avec Bernard, la passion, tout simplement. C'est un Castelroussin au passage en plus. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en Ligue 2 avec New York qui a battu Toulouse. Toulouse qui fait partie aussi des favoris dans cette Ligue 2 1-0. D'autres résultats avec Nancy qui a battu Clermont 1-0. On a également Guingamp et Rodez qui font match nul 1 but partout, tout comme Valenciennes et Auxerre 2 buts partout. Le Pau FC a battu Dunkerque 3-1 et Chambly en match avancé ce vendredi avait battu l'AC Ajaccio 2-1. Une rencontre qu'on va évoquer, c'est celle on l'avait déjà un peu évoqué tout à l'heure avec Bernard, c'est celle entre le Paris FC et Grenoble avec tout d'abord un but signé, où les Parisiens s'imposent 2-0, but signé Florent Hanin à la 66e ligne de jeu, mais également Florian Martin, qu'on connaît bien du côté du FC Sochaux-Montbéliard, à la 82e minute de jeu, qui va mettre un but d'attaquant. Vraiment un beau but, une belle inspiration. Il est bien servi, il est super bien servi, et puis ensuite il va crucifier le gardien de Grenoble. Et ensuite, il est passé il est passé chez nos confrères de beIN Sport face à Robert Malm et puis Samuel Olivier. Vous allez voir, en plus, il a fait une célébration
comme il aime bien les chevaux, les courses et le monde hippique, eh bien, on va l'écouter. En tous les cas, moi, il m'a bien fait rire et ça a été vraiment un moment d'échange très sympa. C'est contre Grenoble, 2-0 la victoire. Salut Florian, je te laisse. On peut se tutoyer parce qu'on s'est tutoyé pendant toute une émission dans Maxi Ligue 2 avec Robert Malm. Alors, bonsoir les gars. Je vais me permettre quelques familiarités. Bon, mon poulet, allez, c'est fait. Le cheval numéro 11 est arrivé sur la ligne d'arrivée. C'est lui qui est premier. On explique parce que, effectivement, tu es passionné de chevaux. Et quand tu étais venu, effectivement, sur le plateau du Maxi Ligue 2, on t'a demandé, c'est surtout François, qui t'a demandé quelle célébration tu pouvais faire. Celui du jockey. Du jockey, voilà. Du jockey, voilà, tout simplement. Mais au-delà de ça. Tu as tenu ta promesse. Oui. Ah ben, j'ai pensé, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, il est où le caméraman? J'étais sur le panneau et voilà, le jockey, c'est parti. Qu'en ont dit tes coéquipiers? Ils n'ont pas réagi encore là-dessus. Mais si, Ousmane Kanté m'a dit, oh, exceptionnel la célébration. Et je dis, bah ouais, mais je l'avais promis depuis un certain temps, donc elle était en réserve. C'est quoi la prochaine? Je sais pas, peut-être pour mes amis de l'Armor Plage en Bretagne, ils veulent que je fasse le bouliste, la pétanque. Je suis entouré de génies en fait. Dis-moi, ce but il est important. Habituellement, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est toi qui as la passe, on a cette expression que vous avez le room service, mais tu fais un appel digne d'un avant-centre là sur cette action. Bah digne de Robert Malm tout simplement. C'est qui le professeur? C'est toi. Non, ouais, après Marvin, faut reconnaître qu'il me met un super ballon. Après, je me sers de l'alignement de la défense pour rentrer et pour repartir. Après, je fais mon contrôle de la poitrine qui me permet de passer devant le défenseur. Et comme on dit, j'allume le gardien. Donc voilà, ça tue le match et ça fait du bien de prendre les 3 points ce soir et de revenir à 2 points de Grenoble. Ouais, et dis-moi, le carton rouge finalement n'a pas entaché votre match, au contraire. Et pourquoi il a pris un carton rouge d'ailleurs? On n'a pas bien compris, nous. Ben, je pense que l'arbitre a décidé qu'il était dernier défenseur et qu'il y avait une annihilation d'occasion de but. Donc voilà, c'est sa décision. Tout le monde ne l'a pas partagé malheureusement. Et on a gagné, donc c'est le principal. C'est ce qu'on retiendra en dépit de ce carton rouge de Diakité, on le voit ici à l'image. Bravo Florian et bravo. Merci franchement pour la célébration. Merci. Là, tu nous as fait toute la trêve internationale, on va se régaler, on va se repasser l'image. Tu vas finir dans le fond, c'est très bien. Merci beaucoup Florian. Ben voilà, mais bon. Merci à vous en tout cas, c'est gentil. Bonne soirée à Charletti, la victoire 2-0 du Paris FC contre Grenoble. Bon, on a vu le jockey sur son cheval. Par contre, moi, j'ai envie de voir le bouliste. Ça va être assez sympathique de voir Florian Martin faire le bouliste. Donc, au prochain but, bon, on espère que ce ne sera pas contre Sochaux, hein, même si on adore Florian Martin. On espère que ce ne sera pas au Stade Bonal contre les Sochaliens. On parle des U19 qui se sont imposés face à la réserve de l'OL 2-1. Et puis également les U17, mais c'est les U17 de l'OL qui se sont imposés à Sochaux 5-2. On va regarder aussi du côté des buteurs sochaliens en Ligue 2. Gaëtan Westbeck en est à 10 buts. Forcément, il va attirer les regards. À mon avis, c'est déjà fait. Brian Lam, 7 buts. Chris Bedia, 7 buts. Chris Bedia qui revient très fort. Adamanian, 4 buts. Alan Virginus, 3 buts. Steve Ambry, 2 buts. Brian Soumaré, 2 buts. Christophe Diédou, 1 but. Yann Kitala, 1 but. Joseph Lopi, 1 but. Et Fabien Ourega, son premier but. C'était justement au Havre. Gaëtan Westbeck, on est à 5 passes du côté des passeurs sochaliens. Brian Soumaré, 3 passes. Chris Bedia, 2. Alain Virginis, 2. Brian Lam, 2. Fabien Ourega, 2. Florentin Pogbad, 1. Joseph Lopi, 1. Steve Ambry, 1. Adamanian, 1 passe. Younes Kabouni, 1 passe. Et puis Salem Mbakata, 1 passe. Salem Mbakata qui était très très bon du côté du Havre, comme toute l'équipe sochalienne. Alors, du côté des sélectionnés, Joseph Lopi et Abdallah Ndour seront avec le Sénégal pour les qualifications de la CAN 2022. Ils vont disputer 2 matchs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 à Brazzaville face au Congo le vendredi 26 mars, puis à domicile contre l'Eswatini. C'est le nouveau nom du Swaziland le mardi 30 mars. Donc, ils ont été appelés pour ce double rendez-vous. Donc, bravo à eux. Eh bien, je pense qu'on a tout dit un peu sur cette Ligue 2. La Ligue 2 qui reprendra, comme on le disait, le samedi 3 avril, 31e journée. On retrouvera à 15h Toulouse-Nancy, à 20h Sochaux, Paris FC, le gros match, l'AC Ajaccio, Valenciennes, Grenoble-Châteauroux, Clermont Foot, Niort,
3 Guingamp, Campo FC, Rodez-Chambly, Dunkerque, Amiens et le lundi 5 avril, poursuite de sa 31e journée avec Auxerre-Le Havre à partir de 20h45. Du côté du classement, 3 est toujours en tête avec 58 points. Deuxième, Clermont Foot, 55 points. Troisième, Toulouse, 55 points. Quatrième, Grenoble, 53 points. Cinquième, Sochaux, 51 points. Non, vous y avez cru, hein? Pas encore. Allez, cinquième, le Paris FC, 51 points. Sixième, Auxerre, 47 points. Septième, Sochaux avec 46 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e barragiste Guingamp avec 30 points, 19e Chambly avec 27 points et 20e Châteauroux avec 20 points. C'est très serré aussi en bas de classement. Du côté des buteurs, Bayonne a 17 buts devant le Bihan, 16 buts et puis bas le Niortais avec 14 buts. C'est terminé pour cette Ligue 2. On va regarder du côté du handball car il y avait un match du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. C'était le Grand Besançon de handball qui recevait l'équipe de Strasbourg. Victoire 36-32 après avoir battu il y a 10 jours Sarrebourg 32-30. Les Bisontins enchaînent et puis surtout ils prennent la victoire. Et puis en vue du maintien, c'est une excellente chose. On va écouter le meilleur buteur de cette partie avec Lucas Breklacic qui lui marque 11 buts dans cette partie. Il était l'un des artisans de cette équipe byzantine, mais c'est surtout l'état d'esprit qu'il va falloir revenir, comme on le disait tout à l'heure avec Samuel Laurent, l'état d'esprit, la combativité, la détermination qui ont fait le plus pour les Byzantins. Ils n'ont rien lâché. Allez, on écoute le meilleur buteur. Ouais. C'était, ça allait au niveau du shoot. C'est assez rare cette saison, mais là, il y a un peu tout qui rentrait, même un peu avec de la chance. Du coup, ça fait aussi plaisir pour moi. Donc, non, c'est bien. Tant que c'est pour l'équipe, c'est bien. Oui, Lucas, il n'y a pas que la chance, il y a aussi le talent. Il faudrait que tu nous apprennes à faire ce tir là avec un rond de bras. Mais je crois que c'est ton papa qui te l'a enseigné, il l'a très bien fait. Non, moi, je voudrais juste revenir sur la gestion du score. Pas simple. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est joueur professionnel, qu'on attaque la deuxième mi-temps? On est à plus 7 à la mi-temps. On sait que Strasbourg, c'est une équipe qui va être certainement revancharde sur la deuxième mi-temps. On se dit quoi? Il y a 0-0, on doit gérer. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quoi? On se dit qu'il faut encore pousser pour les mettre à 10, 15, 20 buts, tout ce qu'on peut faire. Sauf qu'au bout d'un moment, physiquement, c'est un peu plus dur. Eux, ils n'ont pas envie de perdre 10 buts. Et on perd 2-3 ballons, on rate 2-3 shoots, on prend des 2 minutes. Et ils reviennent petit à petit. Mais je pense que vers la fin, on a plutôt bien géré. Même si on gagne que de 4, on va dire. Mais bon, ouais, on va pas se plaindre de la victoire. Si, on peut le dire comme ça. Moi, on a gagné, donc ça me va. C'est ce que tu vas me dire, tu vas aller gagner à Strasbourg, c'est ça? Ouais, voilà, on va gagner à Strasbourg, on va essayer de gagner à Dijon, et ça sera déjà bien. Ouais, on a perdu d'un but, même si pour moi, je pense que on se fait un peu avoir, mais ouais, tu perds d'un but, donc tu rejoues un mois plus tard, donc ça serait bien d'aller faire un bon résultat là-bas. Eh bien, on espère qu'ils feront un bon résultat. On écoute tout de suite le capitaine Mirko Popovic, dont c'était l'anniversaire ce samedi. Il a 37 ans, Mirko Popovic. 27, pardon, je me suis trompé d'une dizaine, 27. Ah non, excusez-moi, il a 27 ans. Merci, mais on a pris notre rythme. Ça fait comme 3e victoire sur 4 matchs. Nous, on s'est mis d'accord Joyeux anniversaire! Merci. On s'est mis d'accord que ce soir, il faut jouer, il faut chercher la victoire. Pour nous, c'était vraiment très, très important. Maintenant, on peut souffler un peu, mais c'est pas encore terminé. Il y en a encore beaucoup de matchs de jouer. Et si on continuait comme ça, je vois pas le problème pour se maintenir, peut-être pour quelque chose de plus. Oui, c'était un gros défense. Tout au début, on avait un peu de mal de peut-être. Tout le monde, on savait que c'est un match très important pour nous, pour enchaîner notre petite série et pour la suite. Donc, je pense qu'on était un peu pressé, un peu tendu. Et donc, dès qu'on s'est relâché un petit peu, ça donnait tout à la fin de premier mi-temps. Qu'est-ce qu'il y en a eu? C'était Mirko Popovic. On va écouter Denis Latou, qui est l'entraîneur de cette équipe de Strasbourg, ancien membre de l'équipe de France. Denis Latou. Ouais, je pense pas que ce soit réellement physiquement, parce que si on fait la deuxième mi-temps qu'on fait et qu'on arrive à remonter, à recoller au score, c'est que physiquement on n'était pas si mal que ça.
problème, c'est handballistiquement. Comme je vous ai dit avant le match, on ne s'est pas entraîné la semaine passée parce qu'on avait soigné les blessés et que nos blessés qui n'ont pas joué la semaine d'avant, ça fait 15 jours d'arrêt. Et voilà, il manque de rythme, ça s'est vu. On perd beaucoup trop de ballons. On est à 13-10, il y a 20-13 à la mi-temps. Voilà, on s'est tué tout seul. Faut pas chercher d'excuses. On a été très mauvais sur la première mi-temps. On a été bien meilleur sur la deuxième. On a fait un match correct offensivement, mais après, avec toutes ces pertes de balles en première mi-temps, on s'est fait punir sur contre-attaque. Et malheureusement, l'écart était trop grand pour pouvoir recoller. On est revenu, on a fait illusion en deuxième mi-temps, une bonne deuxième mi-temps, mais pas suffisant. Donc rendez-vous dans 3 semaines. Rendez-vous dans 3 semaines pour l'équipe byzantine qui sera en voyage du côté de Strasbourg. Pour le moment, je vais vous donner les résultats de cette 19e journée avec Ponto qui a battu Billière 30-29. Comme je vous l'ai dit, le GBDH qui a battu Strasbourg 36-32. Massy a battu Valence 28-24. Nancy a battu Sarrebourg 35-23. Et des matchs qui se joueront ce 23 mars à 20h30. Nice-Cherbourg et puis Célestat-Dijon. Et on retrouvera le 13 avril pour conclure cette 19e journée Saran-Angers. La prochaine journée verra les Byzantins aller du côté de Dijon ce 26 mars à partir de 20h30. Ce sera pour la 20e journée avant que les Byzantins ne reçoivent au Palais des Sports ce 2 avril l'équipe d'Angers. Mais on en reparlera d'ici là, ce sera à partir de 20h15. Eh bien, on va terminer cette émission par le célèbre Allez Sochaux en te remerciant, Fred, d'être venu ce soir. De rien. Et puis, on se dit, on verra. En tout cas, pas la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après. En tous les cas, on vous tiendra informé. Lundi de Pâques dans 15 jours. Oui, c'est ça, lundi de Pâques. Donc, on emmènera nos œufs en chocolat. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente semaine. Restez sur les antennes de Shalom Besançon. Et puis moi, je vous dis bye bye. À très bientôt. Apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. Le sang bleu et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! 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 Le lundi matin dans tous les quotidiens, on peut lire vos exploits dont ils sont les témoins.